Bertin, je vous laisse la main. Bonjour, je suis Nicolas Aubertin, donc directeur de projet Choisir le service public, donc qui est une application, gérée par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, donc le site officiel, du recrutement de la fonction publique. Donc, l'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est de vous présenter l'offre de service, Choisir le service public, comment s'approprier, l'outil pour rechercher une offre d'emploi, organiser un petit peu son parcours professionnel et puis donner quelques conseils voilà, aux candidats pour bien se positionner sur une offre et expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent et faciliter la prise en main. D'abord, quelques mots sur pourquoi choisir le service public, hein, puisque certains d'entre vous ont connu antérieurement la bourse interministérielle de l'emploi public, la BIEP, puis à compter de 2019, la place de l'emploi public, donc PEP, et enfin en 2022, donc la plateforme Choisir le service public. Donc l'idée, c'était de donner une plus grande audience à ce service, hein, qui est offert aux trois versants de la fonction publique, favoriser la mobilité des fonctionnaires, diversifier les recrutements, favoriser aussi l'entrée par la voie contractuelle. Donc voilà, c'est une plateforme qui aujourd'hui a à peu près 70 000 offres d'emploi sur le territoire national, mais service également à l'étranger, hein, puisque voilà, les affaires étrangères, par exemple, ont également des offres d'emploi. Donc, on a un site internet et une application mobile, voilà, qui est limitée aux offres d'emploi, mais qui permet aussi d'aller rapidement trouver l'emploi qui nous intéresse. Alors, je vais commencer par une présentation un petit peu rapide, hein, du site internet qui se présente comme beaucoup de sites, hein. L'idée, c'est d'avoir un portail unique avec différents onglets qui permettent quand même de rapidement trouver ce qui est intéressant dans la fonction publique. Donc, évidemment, la rubrique principale, hein, ça va être de rechercher une offre d'emploi, mais également un lien pour aller rechercher une offre d'apprentissage ou de stage, également un onglet pour découvrir les concours de la fonction publique, également donc plus pour découvrir la fonction publique en tant que telle, et on va dire renforcer sa connaissance de l'emploi public, un onglet de présentation des employeurs et également un onglet de présentation des métiers, hein, du référentiel des métiers de la fonction publique. Voilà, et quelques rubriques, on va dire, éditoriales assez classiques pour les candidats, des rubriques conseils, des actualités, des parcours vers l'emploi pour présenter des dispositifs. Alors évidemment, la fonction première de la plateforme, c'est de proposer des offres d'emploi. Nous, on regroupe des offres d'emploi, donc des trois versants de la fonction publique, hein, qu'on va présenter via un moteur de recherche avec différents critères. Euh, L'idée, c'est de favoriser des projets de mobilité, de découvrir le marché de l'emploi public à partir donc des offres d'emploi disponibles sur lesquelles on va pouvoir postuler et aussi le projet de mobilité à plus long terme, une possibilité de mettre en place une veille avec un système d'alerte. Sur la recherche d'une offre d'emploi, je vais d'abord préciser un petit peu le périmètre parce que c'est des questions qu'on nous pose assez souvent, de savoir si on a toutes les offres d'emploi du secteur public. Alors la réponse évidemment est non. Il y a une grande variété d'offres d'emploi dans la fonction publique. Évidemment, l'obligation de publicité qui s'impose aux employeurs ne porte que sur les emplois permanents et les emplois par contrat d'une durée supérieure à un an. Et il y a évidemment un certain nombre de dérogations, puisque certains emplois ne peuvent être pourvus que par un concours ou par un tableau de mutation ou des promotions internes. Donc, en général, les candidatures se font une fois qu'on appartient à un corps de fonctionnaires. Il y a des appels à candidature internes pour certains types de postes donc, qui sont réservés.
Également, la plateforme ne traite que des emplois publics, puisqu'évidemment, dans le secteur public, il y a aussi des emplois qui relèvent du droit privé, notamment dans les établissements publics industriels et commerciaux, les groupements d'intérêt économique, les organismes paritaires, hein, par exemple la sécurité sociale, les personnels sous statut CANS, enfin, voilà, ou diverses structures qui, par la loi, sont autorisées à proposer des emplois de droit privé, c'est-à-dire soumis au Code du travail. Et donc, même s'ils sont dans un service public, évidemment, comme ce sont des emplois privés, vous les trouverez plutôt sur la plateforme de France Travail ou sur d'autres sites de recrutement et vous ne les trouverez pas sur Choisir Service Public. Et puis, petite précision utile, bien entendu, quand on parle de fonction publique, on parle d'emplois civils. Donc, évidemment, les emplois militaires n'y figurent pas. Ils sont sur une autre plateforme qui s'appelle s'engager.fr. Et il y a également quelques autres sites du ministère des Armées qui permettent d'accéder à l'emploi militaire, mais via des processus un petit peu spécifiques. Voilà, je vais dire quelques mots sur le moteur de recherche de la plateforme, donc qui présente un certain nombre de critères hein, pour trouver une offre d'emploi et faire une sélection pertinente. Également un moteur de recherche qui permet parfois d'affiner, hein, parce qu'avec les critères, on ne trouve pas toujours ce que l'on voudrait. C'est utile quand même parfois de mixer un petit peu les deux pour essayer d'avoir une recherche plutôt pertinente, puisque maintenant nous sommes une grande plateforme hein, et nous sommes confrontés évidemment aux mêmes difficultés que les autres grandes plateformes. C'est que quand on a un très grand nombre d'offres d'emploi, c'est parfois difficile en fait de s'y retrouver. Hein, si vous allez sur le site, plus de 60 000 offres, bon, pour faire le tri dans tout ça, c'est pas toujours facile. Donc, on essaye d'améliorer au mieux l'expérience utilisateur pour vous permettre de trouver facilement une offre d'emploi. Vous avez également la possibilité, donc je l'évoquais tout à l'heure, de créer une alerte. Donc ça, c'est pratique quand on n'est pas en recherche immédiate, mais plutôt qu'on veut voilà, voir un petit peu les opportunités et peut-être voilà, se laisser tenter dans une échéance proche. Euh, la recherche donc, permet de lister directement les offres d'une sélection et de voir rapidement ce qui peut être intéressant, avec la possibilité évidemment de conserver les offres en favoris pour y revenir ultérieurement lorsqu'on est dans un processus de recrutement. Voilà. Je vais également parler un petit peu de la présentation des offres d'emploi avec quelques points d'attention, puisque comme je suis également recruteur, l'expérience montre que les candidats parfois postulent à des offres sans avoir vraiment lu la totalité de l'offre d'emploi ou sans avoir forcément bien appréhendé tous ces éléments. Donc c'est vrai qu'on reçoit parfois des candidatures qui sont pas adaptées et puis finalement personne n'est gagnant dans ce genre de situation. Le candidat perd du temps parfois à être convoqué à des entretiens où finalement il ne devrait pas aller et puis inversement les recruteurs perdent aussi du temps parfois à regarder des candidatures qui ne correspondent pas au poste indiqué. Donc finalement, c'est très utile de bien vérifier. Donc surtout un petit encart qui est souvent méconnu des candidats et sur lequel on passe trop vite, c'est la nature de l'emploi qui permet de rapidement identifier si on est sur un emploi permanent ou un emploi temporaire, puisqu'évidemment, quand on est fonctionnaire, par exemple, en recherche d'une mobilité, aller sur une nature d'emploi ouverte uniquement contractuelle n'aura pas d'intérêt et n'aura évidemment pas de suite. Idem pour la catégorie statutaire, hein, puisque forcément, il faut correspondre à la catégorie en termes de niveau de diplôme pour aller sur un emploi d'une certaine catégorie. Donc là aussi, ça évite des erreurs malheureusement encore trop fréquentes. Également important de bien lire les contenus, bien appréhender les missions, ce qui est attendu en termes de compétences, en termes de missions proposées, voilà, pour être bien au clair lors de l'entretien. Ça permet évidemment de se préparer plus efficacement lorsqu'on passe l'entretien de recrutement.
Voilà, également donc la possibilité de mettre une offre en favori, hein, je l'évoquais également tout à l'heure. L'important, c'est de pouvoir bien conserver, les offres, surtout quand on postule sur plusieurs offres en même temps. Malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, mais voilà, quand on postule à trop d'offres en même temps, parfois on s'y perd vite et on arrive à se mélanger un petit peu les pinceaux, si je puis me permettre l'expression. Voilà, l'intérêt donc des favoris, c'est d'avoir les offres en sauvegarde, dans son espace candidat, de pouvoir les retrouver et de les consulter lors de l'entretien. Alors, vous avez également la possibilité de relayer une offre, hein, donc ça, c'est plutôt si par exemple, vous voyez passer une offre d'emploi, mais qui, par exemple, est susceptible d'intéresser quelqu'un que vous connaissez, mais qui ne vous intéresse pas directement. Donc évidemment, c'est toujours utile de pouvoir, relayer également, l'offre d'emploi à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, hein, j'invite tout le monde à utiliser ces fonctionnalités qui peuvent être très utiles. Alors, quelques mots sur la manière de postuler, puisqu'effectivement, la plateforme propose, différentes modalités, qui sont au choix du recruteur. Donc les recruteurs, évidemment, peuvent proposer des offres sur lesquelles on va postuler par email. Les recruteurs peuvent également avoir leur propre plateforme, auquel cas donc la plateforme Choisir le service public vous renverra donc vers la plateforme du recruteur et également la possibilité de postuler directement sur la plateforme Choisir le service public pour les employeurs qui utilisent l'outil pour la gestion des candidatures. Donc avec deux modalités de candidature, hein, vous pouvez créer votre compte sur la plateforme donc avec un identifiant et un mot de passe, ou alors évidemment on utilise France Connect, hein, qui est un système d'authentification qui est maintenant très répandu sur de nombreux sites de l'État, donc qui est toujours utile pour se connecter. Alors, quelques mots donc sur la manière de candidater dans CSP, hein, qui est via un formulaire de candidature. Donc, à partir de votre profil candidat que vous aurez mis dans l'outil, également la possibilité de déposer un CV avec des documents complémentaires. Sur lequel voilà, vous êtes invité, donc, quand c'est le cas, à renseigner la totalité des éléments attendus, ce qui peut permettre d'être plus visible. Donc, pour créer un espace candidat, donc rien de plus simple, hein. À la première candidature que vous faites sur le site, il va vous proposer de créer un espace et évidemment, si vous avez déjà postulé via la plateforme, vous pourrez avoir accès directement en vous connectant sur votre espace personnel, votre espace qui est composé donc de différentes rubriques qui permet effectivement de mettre à jour votre profil avec vos données individuelles, vos pièces jointes, donc candidature, lettre de motivation et puis parfois d'autres documents qui peuvent être demandés. Il y a également une FAQ, hein, pour les utilisateurs avec des questions un peu courantes et on a un service d'assistance utilisateur également sur la plateforme. Alors, quelques conseils sur le profil, hein, quand vous recherchez un emploi. Donc, bien soigner évidemment à la fois votre CV, votre lettre de motivation, mais également le profil candidat qui est regardé également par le recruteur, donc avec un certain nombre de champs qui sont obligatoires, d'autres qui sont facultatifs, mais sur lesquels on vous incite à remplir le plus possible, puisque même si vous n'êtes pas recruté sur une offre d'emploi, les données apparaissent dans le vivier des candidats et parfois il y a des recruteurs qui viennent faire du sourcing et qui peuvent s'arrêter évidemment sur votre profil. Donc c'est intéressant d'avoir une fiche candidat plutôt propre. Alors un petit rappel, hein, sur la date de naissance et l'origine professionnelle qui sont utilisées qu'à des fins statistiques. Voilà, pas utilisées dans le cadre du processus de recrutement. Alors, sauf cas particulier, hein, puisqu'il y a parfois des offres qui sont ouvertes pour des raisons un peu particulières, uniquement à des fonctionnaires de certains corps. Enfin, voilà, quand on est sur certains emplois fonctionnels qui sont pourvus après une sélection et qui parfois arrivent quand même sur CSP, même si ce n'est pas la majorité, l'origine professionnelle peut avoir une incidence juridique sur la candidature, mais globalement, ça n'est pas le cas.
Également, 2 petits éléments importants, la possibilité de renseigner dans votre profil, une page LinkedIn. Ça, c'est très utile, hein, évidemment, pour connaître pas mal de recruteurs et avoir fait moi-même du recrutement. C'est vrai que le compte LinkedIn, c'est un peu un indispensable aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours curieux quand un candidat n'a pas de compte LinkedIn. Voilà, parce que les recruteurs aiment bien aller voir le profil du candidat sur LinkedIn, qui parfois donne des informations complémentaires qu'on ne trouve pas dans un CV, comme par exemple votre réseau de contacts sur la plateforme. Donc ça peut donner des indications. Donc c'est toujours utile d'avoir un profil LinkedIn bien renseigné et de bonne qualité. Pour certains emplois, alors notamment dans le numérique et dans la communication, mais parfois aussi dans la culture, par exemple, avoir une réalisation sur Internet peut être intéressant. Donc, si vous avez un site Internet avec des réalisations, des choses que vous pouvez mettre en avant, c'est aussi un plus sur une candidature qui peut vraiment permettre de faire la différence. Alors, évidemment, on comprend que dans le numérique et dans la communication, c'est une manière de dire, ben voilà, j'ai construit un site web, je sais faire des choses, j'ai une maîtrise du numérique qui est déjà d'un bon niveau, mais même dans d'autres emplois, notamment oui, dans le secteur de la culture, de l'éducation, le fait par exemple d'avoir un book ou d'avoir un site collaboratif avec des contenus peut permettre aussi de montrer un savoir-faire. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on postule. Euh, une coche également qui permet d'indiquer la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés. Voilà, ça peut être aussi une information intéressante. Alors déjà parce qu'il y a des, des candidatures que l'on fait sur des postes où on peut faire valoir une priorité légale de mutation ou alors dans le cadre de postes mis à la mobilité dans les ministères, où il y a des lignes directrices de gestion qui prennent en compte le handicap dans les demandes de souhait d'affectation. Mais également parce qu'il y a une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap avec un pourcentage à respecter. Donc, il peut y avoir des employeurs qui n'ont pas encore atteint je crois que c'est 6% hein, de mémoire, alors, je ne sais plus à quel niveau se fait le calcul, mais voilà, parfois ils sont en recherche de personnes en situation de handicap également. Donc, ça peut toujours être intéressant d'avoir mis en visibilité cet aspect-là. Voilà, vous avez également de l'information hein, qu'on peut aller voir sur le portail de la fonction publique sur, on va dire, des dispositifs pour faciliter l'accès justement aux personnes en situation de handicap. Il y a des mécanismes d'offres réservées, il y a des concours, également des aménagements pour les concours. Donc voilà, tout ça est indiqué sur le portail de la fonction publique. On a également, donc je le disais, une assistance candidat. Alors là, je fais une petite parenthèse sur ce point pour bien rappeler que l'assistance candidat de choisir le service public n'est pas un service RH. Donc, on ne se substitue pas à des conseillers RH ou à des conseillers mobilité carrière. Hein. On ne renseigne pas les candidats sur des questions métiers. C'est évidemment une assistance technique pour l'utilisation de l'outil. Hein. Donc, on traite des problématiques de manipulation, par exemple, quand on est bloqué sur une candidature ou qu'on a eu un bug dans l'espace candidat ou pour, par exemple, recevoir des demandes d'amélioration du produit. Si vous voulez donner un avis sur le produit, demander une évolution ou une amélioration, signaler un dysfonctionnement, une offre qui n'est pas légale, enfin des choses comme ça, oui. Par contre, on ne fait pas de conseils en carrière, on ne renseigne pas sur les formations. Voilà, parce que je le dis parce qu'on a encore souvent des candidats qui écrivent à l'assistance pour dire bah, moi j'ai un diplôme de quelque chose, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je pourrais faire voilà, donc là évidemment l'assistance ne remplace pas les conseillers mobilité carrière. Également, un petit conseil utile hein, quand on veut candidater à un emploi public, c'est de connaître l'environnement dans lequel on souhaite travailler. Donc, c'est important de suivre l'actualité. Donc,
Choisir le service public a un compte LinkedIn, voilà, que je préconise de consulter de temps en temps. Sur Twitter, par contre, bon, on en a un, mais il n'y a pas énormément de choses dessus. Donc, plutôt LinkedIn. Et puis après, évidemment, il y a la presse spécialisée, acteurs publics, la Gazette des communes. Enfin voilà, il y a différents supports de presse un petit peu spécialisés dans la fonction publique qui peuvent également vous permettre de renforcer vos connaissances sur la fonction publique. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là pour la conférence pour laisser un petit peu de temps pour les questions, puisque je crois que c'était prévu comme ça, pour pouvoir répondre à des questions sur la fonction publique pour ceux qui seraient intéressés. Alors, je ne sais pas, je n'entends plus personne. Alors, moi, je me permets du coup, d'intervenir. Vous pouvez réactiver vos micros si vous le souhaitez, si vous voulez prendre la parole, ou sinon, vous avez toujours le chat, si vous voulez répondre, poser les questions dans le chat directement, pour que Monsieur Aubertin puisse. Est-ce que Monsieur Aubertin, vous voyez les questions dans le chat? Vous avez la visibilité? Alors, moi, je ne vois pas le chat du tout, là. Alors, il Ah, faut que je ok. regarde Alors, peut-être dans… pas de souci. Alors, Pour attendez. l'instant, il n'y a pas de questions. Mais voilà, si vous voulez Ah oui, prendre voilà. la parole, n'hésitez pas à prendre la parole pour ceux et Alors, oui, celles je qui vois souhaiteraient poser des questions. Alors, quelqu'un veut le support. Euh, Alors, oui, je vois une question. Peut-on avoir le lien de la plateforme? Alors, la plateforme, ah bah, vous l'avez mis, oui. Choisir le service public.gouv.fr, voilà. On a également donc une application mobile qui s'appelle Choisir le service public également, qui est téléchargeable sur les stores. Alors, est-ce qu'il serait possible de mettre en place la date d'embauche sur une offre? Eh bien non, non, c'est pas possible pour une raison simple, c'est qu'au moment où vous publiez une offre, vous ne connaissez pas la date d'embauche. Donc, c'est pas possible en fait. Alors, quand on est déjà agent du service public, comment postuler? En fait, les modalités sont les mêmes pour qu'on soit agent du service public ou agent qu'on soit du secteur privé ou étudiant. Quand c'est des postes qui sont mis au recrutement sans formalité, c'est-à-dire c'est du recrutement de gré à gré, on postule en indiquant qu'on est fonctionnaire et donc dans ce cas, le poste sera pourvu par mobilité, alors ça peut être par changement d'affectation ou par détachement ou par mise à disposition, mais donc CV, lettre de motivation. Voilà, certains employeurs demandent les comptes rendus d'évaluation professionnelle. Et puis après, si la personne est du secteur privé, on proposera un contrat. Euh, Après, il y a quelques offres, mais en général, les modalités sont indiquées où on remplit un formulaire avec des vœux. Donc ça, c'est plutôt des offres qui sont ouvertes dans le cadre des campagnes de mobilité, mais globalement, la procédure est à peu près la même. Je suis en reclassement, je peux regarder les offres où je suis titulaire. Pareil, sur choisir le service public, toutes les offres sont proposées. Alors, sauf évidemment les offres dites légales, c'est-à-dire que normalement, quand vous êtes en reclassement, votre employeur a une obligation de vous proposer un certain nombre de postes. Et donc, en général, c'est des postes qui sont en interne et auquel cas, normalement, c'est votre service RH qui doit vous adresser les propositions de reclassement. Celles-ci ne figurent pas sur la plateforme Choisir service public, puisque normalement, les postes sont réservés aux personnes qu'on doit reclasser. Alors, il y a différents cas. Il y a le reclassement pour raison de santé. Donc là, c'est des cas un peu individuels. Il y a des cas plus collectifs. Par exemple, quand un service est supprimé et que plusieurs personnes doivent être classées simultanément, là, ça peut être un appel à candidature ouvert auprès de plusieurs personnes. Voilà, la procédure change également en fonction du reclassement qui est envisagé. Alors, y a-t-il un âge limite pour postuler pour CSP? C'est une bonne question. Oui, je crois qu'il y a une limite d'âge dans la fonction publique. Donc, en fait,
Oui, de mémoire, non, je vais peut-être pas répondre là-dessus parce que je pense que je vous dirais une bêtise, hein. Je suis pas conseiller RH et donc j'ai pas les dates en tête, mais ça doit être les dates limites de retraite. Alors évidemment, si vous êtes à 6 mois de la retraite, ça peut être difficile de trouver un emploi. Mais oui, j'ai pas forcément de. Alors, est-ce que. Ouh là là, je vois, il y a des questions. Alors, qu'est-ce qui distingue CSP du job board emploi public? Alors, ce qui distingue, c'est que Choisir Service Public, c'est la plateforme officielle. Donc, c'est pour ça qu'elle est en .gouv.fr. Donc, nous, on n'est pas une entreprise privée, évidemment, on est l'administration. Donc, on a toutes les offres réglementairement, c'est-à-dire que voilà, nous, on a plus d'offres que tous les autres, puisque en fait, comme il y a une obligation légale de publier chez nous, on est les seuls à avoir le panorama le plus large en nombre d'offres d'emploi. Également, comme on récupère l'ensemble des données obligatoires, évidemment, l'employeur, il utilise l'offre d'emploi de CSP comme base de critères pour le recrutement. Et donc, si vous allez sur d'autres sites, il y a toujours un risque qu'il y ait des données qui ne soient pas répercutées et donc des oublis ou des erreurs, alors que sur CSP, évidemment, c'est l'offre légale qui fait froid. Donc, qui fait foi. Donc, évidemment, on conseille toujours aux employeurs publics de ne pas utiliser. Alors, évidemment, il y a les plateformes LinkedIn et pour certains secteurs d'activité qui sont un peu incontournables pour capter des candidats, évidemment, mais c'est vrai que c'est toujours préférable de postuler et de poster sur CSP. Et alors justement, je rebondis sur la question suivante. Est-il préférable de postuler sur le site Choisir le service public ou sur le site du recruteur quand les deux sont possibles? Alors en principe, quand tout va bien, les deux ne sont pas possibles puisque normalement nos outils sont faits pour ne pas créer justement d'incohérence. Normalement, le bouton postuler de CSP s'adapte. C'est-à-dire que quand le recruteur n'a pas de site de recrutement, le bouton postuler vous renvoie directement dans CSP pour postuler auprès de l'employeur. Et quand l'employeur a un site de recrutement, le bouton postuler change de nom et devient postuler pour le site de l'employeur. Et donc, à ce moment-là, vous êtes renvoyé automatiquement sur le site de l'employeur. Donc, en principe, les deux ne sont pas possibles. Alors, parfois, il y a peut-être des petites erreurs. Peut-on mettre plusieurs mots-clés dans une alerte? Non, il n'y a qu'une seule alerte possible. Donc, il faut mettre soit tout. Oui, on ne peut pas mettre de mots-clés différents, malheureusement. Et on ne peut faire qu'une seule alerte. Alors, professeur certifié dans l'enseignement privé sous contrat. Est-ce que vous êtes un agent du service public? Eh bien, je n'en sais rien. Ça dépend de votre contrat de travail. Donc ça, c'est plutôt une question à poser à un conseiller mobilité carrière ou à un conseiller RH en fonction de votre contrat. Si on postule sur des offres de contractuels en fin de contrat, le poste peut-il être reconduit? Même question. Pendant le contrat, le candidat obtient un concours de la fonction publique. Là, c'est au cas par cas, hein, ça dépend de la situation juridique du poste, hein, donc c'est difficile de répondre dans l'absolu. Il y a des cas où il y a des transformations et quand on a un concours, c'est pareil, on n'a pas toujours la possibilité de faire réserver le poste qu'on occupait quand on était contractuel. Ça peut être un cas particulier. Voilà, ça dépend. C'est vraiment au cas par cas. Voilà, alors je crois que j'ai fait le tour des questions. Alors, il y avait peut-être une dernière question d'Evelyne Garcia, si je ne me trompe pas. On a encore une Ah oui, là, minute je vois trente, une donc qui quelques petites minutes. apparaît. Est-il préférable de postuler sur le site CSP ou sur le site du recruteur quand les deux sont possibles? Alors là, oui, là, j'avais répondu en disant que c'était pas possible, ou alors c'est vraiment qu'il y a un bug et dans ce cas, il vaut mieux contacter le recruteur. Mais en principe, CSP ne permet pas de postuler dans l'outil quand le recruteur a son propre site. Donc normalement, on a un critère technique qui permet d'empêcher que les deux soient possibles pour justement éviter des pertes de candidature. Super, merci. Ah oui, alors je vois une question. Oui, alors les assimilés fonctionnaires, effectivement.
Alors, la conseillère en évolution professionnelle du rectorat ne sait pas me dire si je suis considéré comme un agent de l'État. Eh ben, je ne sais pas quoi vous dire, à part que c'est une mauvaise conseillère parce qu'elle est censée le savoir. Logiquement, votre service RH est censé savoir ce que vous êtes. Normalement, les assimilés fonctionnaires, de mémoire, ça ne devrait plus exister. Enfin, moi, il me semblait qu'il n'y en avait plus. J'en ai connu, mais il me semble qu'il n'y en avait plus. Hein. C'était plutôt ceux de la génération de mes parents. Donc, mais peut-être que ça existe encore. Il y a des cas particuliers. Non, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment. Là, il n'y a que la RH qui peut vous dire quel statut vous avez, parce que ça, c'est vraiment des cas très particuliers. Et du coup, oui. Moi, à ma connaissance, les assimilés fonctionnaires, je ne pensais pas que ça existait encore. Normalement, non, votre service RH doit savoir dans quelle situation vous êtes. Et d'ailleurs, vous êtes en droit de le demander parce que si vous voulez changer de poste et qu'un recruteur vous le demande, normalement, votre employeur est tenu d'attester de votre situation. Alors, on peut prendre une dernière question s'il y en a. Sinon, j'espère que tout a été clair. Je crois que là, non, je vois plus de questions. Je crois qu'on les a Il n'y a toutes plus faites. de questions, Monsieur Aubertin. Je pense que tout a été clair. Merci beaucoup. Mais de rien, je vous en prie. Voilà, encore des